Et ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'émission Information Être-Chemin Télé. J'ai le plaisir de rencontrer Mathieu, qui est directeur général du Conseil du bassin versant. Non, pas versant, bassin. Conseil du bassin de la rivière Être-Chemin. Qui est un organisme de bassin versant. Donc, c'est ça. Puis là, on va faire Mathieu Provost, qui est directeur général. On va faire de l'éducation. C'est ça qu'on vise à faire dans une télévision communautaire. Bon, une rivière, moi, je sais c'est quoi, une rivière? Un bassin. Moi, j'ai un bassin comme être humain dans ma structure d'osature, mais là, c'est pas ça. Un bassin, c'est quoi? Ouais. Un bassin, quand on parle de bassin versant, ça se trouve être l'échelle territoriale. OK. Ça se trouve être la délimitation territoriale qui draine une rivière. Donc, j'ai ma rivière Exactement. et tous les petits affluents. Là. Tu sais, c'est comme une structure nerveuse, on pourrait dire. Exactement. Hein? C'est Donc, comme une structure nerveuse, puis chacun de ces affluents-là a son propre bassin aussi. OK. C'est-à-dire, dès qu'on échappe un verre d'eau par terre, par exemple, l'eau va se ramasser à un endroit. Ouais. Ce qu'on va appeler le bassin versant. OK. Quand on parle du bassin versant de la rivière Être-Chemin, par exemple, le lac Être-Chemin se déverse dans la rivière Être-Chemin. La rivière des Abénaquis se déverse dans la rivière Être-Chemin. Donc, ce qui peut paraître comme une simple rivière, Est en fait un territoire. puis ça peut aller bien, bien, bien loin des deux côtés. Là. Exactement. OK. Et donc, Conseil du bassin de la rivière Être-Chemin, des organismes de ce type-là, puis là, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y en a pour d'autres rivières aussi? Les organismes de bassin versant, en fait, tout le Québec méridional, on peut dire, est divisé en 40 organismes de bassin versant. OK. Les territoires, alors, on a une zone de gestion intégrée de l'eau par organisme. Des fois, il y a plusieurs bassins versants. Comme nous, le principal, c'est la rivière Être-Chemin. Mais il y a aussi des petits secteurs dans le coin de Lévis là, qui jettent directement dans le fleuve, mais qui fait partie de notre zone de gestion, comme chacune des 40 organismes de bassin versant. OK. Donc, c'est ça. Fait que, puis géographiquement, évidemment, il y a la rivière, mais vous n'êtes pas partout sur la rivière. Il y a un bureau. Le bureau, il est où? Il est à Saint-Henri. Saint-Henri-de-Lévis. Puis là, Oui. vous vous déplacez, évidemment, sur le terrain, parce qu'il y a une grosse job de terrain. Donc, la mission, à quoi ça sert, ça, le Conseil du bassin de la rivière Être-Chemin? Comme les 40 organismes de bassin versant, notre mission, c'est faire la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. OK. Et par bassin versant, on le définit. Et ce qui est la limite du bassin versant, en fait, est territoriale. On n'est pas dans les limites administratives. Oui, parce que là, la rivière, elle ne savait pas que tu changeais de MRC, des MRC ou de municipalité. Là. C'est ça, elle se pose pas de questions où est-ce qu'elle vote. Elle va. Elle va, puis elle peut même aller post-frontalier. Là. Exactement. On est allé à quel chemin? On n'est pas loin des lignes ici. Oui, le fleuve Saint-Jean ou la rivière Saint-Jean qu'on connaît, qui finit au Nouveau-Brunswick. Oui. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un élément que tu me précises. Outre ça, donc... La gestion intégrée de l'eau, en fait, le terme intégré, c'est qu'on est un organisme de concertation. Concertation. On est un organisme de concertation. Parce qu'il y a différents... Très important, la concertation, parce que là, autour de la rivière, autour de ses affluents, on a des agriculteurs, on a des industriels, on a des municipalités, on a des groupes environnementaux, on a des usagers, du monde qui veulent faire du paddleboard, puis de la pêche, etc. Donc, il faut faire jaser ces gens-là ensemble. Exactement. Pas se piler ses pieds, c'est en se parlant qu'on ne se pilera pas ses pieds. C'est en se parlant qu'on ne se pilera pas ses pieds, puis on va être capable d'établir aussi c'est quoi les enjeux prioritaires pour notre secteur, pour nos rivières. Fait que ça, vous êtes comme la structure, parce que dire, il faut se parler, où qu'on se parle, quand on se parle, à partir de quelle heure du jour on se parle. Exactement. Vous autres, vous venez faire comme la structure administrative de ça. Oui, puis la structure ou la pierre angulaire de la concertation, c'est notre plan directeur de l'eau. OK. Notre plan directeur de l'eau, c'est justement qu'est-ce qui est abouti des concertations. Donc, on s'est défini des priorités. Où est-ce qu'on s'est défini des priorités? On a une table de concertation qui représente, comme vous l'avez dit, des agriculteurs, des citoyens, des groupes environnementaux, des élus municipaux. Où est-ce qu'on discute de quels sont les enjeux prioritaires dans un plan, puis on se définit des orientations, des actions ou des objectifs pour être capable d'améliorer les enjeux de la rivière. OK. Puis là, on va juste... Puis évidemment, toi, tu es directeur général, Mathieu. Tu as une équipe avec toi. Il y a des employés. Ouais. Vous êtes une équipe de combien de personnes? On est une équipe qui varie dépendamment l'été, qui grossit un petit peu. OK. Mais on est 7 à peu près, généralement. Et il y a un conseil d'administration, je Il y a un présume? conseil d'administration, OK. oui, Donc, c'est qui est ça. notre table de concertation qui représente les différents acteurs de l'eau. Puis en passant, j'ai été faire ma recherche. On peut devenir membre. Oui.
comme individu. Comme individu, oui. Personne concernée par la rivière, par l'environnement, par l'eau. Puis aussi, on a une infolette sur laquelle on peut s'abonner sur votre site Internet. Oui. J'ai vu ça. Donc, là, on parle d'enjeux. Rentrons dans le concret. C'est quoi? La rivière Etchemin, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en santé, la rivière Etchemin? Oui, la rivière va bien. Elle a ses enjeux. Je dirais qu'elle représente plusieurs rivières au Québec. Il y a des enjeux de qualité de l'eau. C'est pas une rivière qui est parfaite, mais où est-ce que une rivière qui est habitée, c'est une rivière avec ses enjeux. Mais globalement, c'est sûr que c'est une rivière qui va assez bien, dont la qualité de l'eau évolue aussi. On ne peut pas parler d'un portrait de la rivière d'un bout à l'autre. C'est sûr que quand on est plus en amont, on est où est-ce qu'il y a moins d'habitation, le territoire est moins densifié, on a une meilleure qualité de l'eau. Au fur et à mesure qu'on descend, c'est sûr qu'à Lévis, on n'a pas les mêmes enjeux, puis on a une qualité de l'eau qui est différente avec plus d'enjeux. OK. Puis est-ce qu'elle est dans les enjeux, l'accessibilité? Est-ce que c'est une rivière qui est accessible à la population? Parce que des fois, on a des plans d'eau qui sont magnifiques, mais c'est tout privé tout le long, puis t'as de la misère à voir même l'eau. La vue est bloquée. Ouais. Est-ce qu'on a une rivière accessible dans la rivière des Etchemin? Il y a certains endroits qui sont accessibles avec des parcs municipaux, notamment plus quand on est au nord, dans le coin de Lévis, là, le parc des Etchemin qui monte assez haut aussi. Il y a certains accès. Pour les plans d'eau, c'est plus difficile à certains endroits. Ça vient un petit peu là, avec ses défis. C'est une question, comme on parlait tout à l'heure, de concilier des usages. Alors, quel accès on apporte à rivière? Mais quand on apporte un grand accès à rivière ou un plan d'eau, on apporte aussi des risques. Oui. Fait qu'il faut être capable de concilier ça. Puis des fois, les gens, sans s'en rendre compte, mais tu sais, je fais du paddleboard, je m'en vais dans une telle zone, puis je pagaie un peu, ça se peut que je détruise un milieu où il y avait de la reproduction d'une espèce. Le paddleboard, je pense pas que ce soit un enjeu prioritaire. J'ai une fixation sur le paddleboard. J'en fais pas. Mais c'est ça, il peut y avoir des usages. Puis, dans vos concertations, est-ce que les gens, tu sais, les agriculteurs, les gens de l'industrie, tout ça, est-ce qu'ils saisissent l'importance de ça? Parce que des fois, on aurait pu voir, tu sais, une contradiction. On dit, ben là, moi, là, je fais de la business, là, arrêtez de m'énerver avec les... là, je fais l'avocat du diable, là, avec vos petits poissons puis vos têtards, là. Moi, il faut que je produise, il faut que je fasse de l'argent, puis j'ai des produits à livrer, là, arrêtez de m'achaler. On n'est plus dans cette mentalité-là. Là. Non, mais premièrement, les gens qui viennent travailler avec nous, c'est des gens qui ont à cœur la rivière. Fait que déjà là, ça représente quand même des gens qui comprennent bien les enjeux. Puis, les utilisateurs de l'eau vivent avec les contraintes qui sont associées aussi. Un agriculteur qui vit une sécheresse, par exemple, mais comprend que l'eau, il en a besoin d'une certaine manière. S'il vit des inondations, il comprend que ça amène des problématiques pour ses priorités à lui. Ils comprennent qu'on doit vivre ensemble, qu'on doit être capable d'adapter certaines pratiques, parce qu'ils vivent avec les aléas. Chaque utilisateur vit avec les bénéfices, mais vit aussi avec les aléas. Puis, dans le fond, moi, ce que je dis souvent, l'agriculteur, de protéger l'environnement, c'est de protéger son fonds de commerce. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'agriculture. Exactement. Donc, il faut que ça soit respectueux. Puis, je ne veux pas cibler les agriculteurs en particulier. Donc, d'être tous, en protection. Tu voulais, dans les notes que ta collègue Audrey m'a préparées, on disait de mettre l'accent sur le projet du ruisseau Mayotte. Maillot ou Mayotte, on dit-tu? Ça, j'ai pas encore trouvé. Les esprits se confondent par rapport à ça. Par chez nous, on dit Mayotte, là, mais c'est ça. En tout cas, chez nous aussi, moi, je l'ai toujours appelé Mayotte. Bon, on va appeler la rivière, le ruisseau Mayotte. Donc, ce projet-là en particulier, pourquoi il est important? Il est important pour deux choses. Premièrement, il est innovant. C'est un projet qui est simple et qui est innovant. Où est-ce qu'on est venu rétablir le transit sédimentaire ici, dans la municipalité de Lac-Etchemin? Là, je fais la face que des gens qui peut-être à la maison regardent. Un transit sédimentaire. J'avais jamais entendu cette expression-là. Souvent, on entend parler de débit quand on parle des ruisseaux ou des rivières. Les débits, on voit souvent l'eau, mais il y a aussi un débit de sédiment. C'est-à-dire quel sable ou quel caillou va transiter, va se promener à travers.
Puis quand ça stagne... Là, on avait l'enjeu qui était contraire, c'est qu'on des cours d'eau qui avaient été linéarisés ou qui avaient été mis plus droits, qui avaient été creusés dans le passé. On a joué dedans, fait que ça a eu des impacts, un effet domino qui fait en sorte que là, ça passait trop vite. C'est ça. C'est des formes qui deviennent un peu allées de bowling, on pourrait comparer. Et dans ce temps-là, les sédiments descendent plus vite. Puis dans le cas du ruisseau Maillot, il y avait une canalisation. Puis les sédiments venaient colmater la canalisation, qui demandait à la municipalité des entretiens récurrents. Mais là, on a des interventions faciles à mettre en place. On a installé des structures transversales de bois à travers le ruisseau qui peuvent être capables de ralentir ces sédiments-là. On a ramené l'intervention humaine. On l'a comme zigzagué un peu plus pour que le sédiment puisse se déposer et faire son travail il peut nourrir des espèces qu'on y trouve, etc. Là. Exactement. Puis ça limite aussi les entretiens que la municipalité a besoin de faire à grands frais. Il y a des moments, des fois, qui ne sont pas nécessairement opportuns, c'est-à-dire en temps de grande pluie. Et que ça ne règle pas tous les problèmes, mais on est capable d'en régler une partie. Puis tantôt, quand j'incarnais mon chialeux, là, moi, il faut que je produise. Là. Être protecteur de l'environnement, protéger notre cours d'eau, ça peut être économique. Parce que c'est économique c'est pour la économique. municipalité. Oui, c'est économique pour la municipalité. Ils ont à beau intervenir, ressources qui peuvent être affectées à d'autres choses qu'aller défaire l'amas dans le conduit. Oui, exactement. Puis il y a aussi des services écosystémiques, on pourrait dire. Il y a des répercussions qui sont difficiles à calculer, mais quand même. Par exemple, un milieu humide, il va servir d'éponge, va limiter des inondations. Alors, c'est difficile de chiffrer qu'est-ce que vaut le milieu humide, même s'il y a des études de plus en plus, on est capable de le faire. Mais si on limite les inondations, on limite les coûts qui sont associés avec les dégâts, par exemple. Fait qu'il y a un gain pour l'agriculteur ou pour la personne qui est utilisateur direct, mais aussi un gain de société. OK. Puis là, évidemment, vous avez des yeux, tu as une équipe, tu dis on est 7. Là, je présume que dans l'été, la belle saison, on a plus de gens sur le terrain. L'hiver, on en a peut-être moins. Me trompes-tu en disant ça? C'est exactement ça. Donc, on a des yeux sur le terrain parce que là, la municipalité nous a peut-être rapporté, il dit, là, le tuyau bloque, pouvez-vous nous aider à faire quelque chose? C'est peut-être ça qui est arrivé. Mais vous êtes sur le terrain pour détecter des problématiques. Je me trompe-tu en disant ça? Non, vous ne vous trompez pas. En fait, on est plus sur le terrain pour venir trouver des solutions. Les problématiques sont surtout apportées par les gens qui habitent leur territoire. Usagers, les yeux. Les riverains. Les riverains, les municipalités qui connaissent super bien leur territoire, qui connaissent leurs enjeux, leurs problématiques. C'est souvent eux qui vont rapporter les problématiques. Et nous, on se déplace sur le terrain plus en mode solution. Pour aller comprendre le problème puis proposer des solutions. L'analyser. Puis ça, l'équipe, elle est composée de gens qui ont des formations scientifiques. C'est qui? Mettons, l'équipe, nomme-moi-la pas tous, mais c'est quoi le background de ces gens-là? Des biologistes, des géographes, des techniciens en environnement. OK. Donc, les gens qui sont sur le terrain, les résidents, les usagers, peuvent vous rapporter des choses. J'ai vu ça, j'ai vu une espèce que j'avais jamais vue, j'ai vu une montée de l'eau que j'avais jamais vue, etc. Exactement, parce qu'on ne peut pas être partout sur le territoire, puis les gens qui y habitent, ça nous permet de mieux comprendre notre territoire. Puis je donne l'exemple, on a un projet de gestion de la berce du Caucase. C'est une plante qu'on appelle exotique envahissante, qui a été amenée de Russie, je crois, où est-ce que la plante peut faire jusqu'à 6 pieds d'eau, puis on peut se brûler au 3e degré quand on est en contact avec la sève. Fait qu'on a des projets pour gérer cette plante-là, l'éliminer depuis plusieurs années. On peut pas parcourir le territoire pour trouver cette plante-là. Généralement, c'est des gens qui nous appellent, des gens des municipalités, des citoyens qui nous appellent pour l'avoir vue. Dans ce temps-là, ça nous permet de la détecter puis d'agir. Puis ça, dans l'usage de nos cours d'eau, puis on parle de la rivière et de chemin, mais tu sais, il faut, tu sais, exemple, si on a des embarcations, de bien les nettoyer, parce que c'est peut-être ça qui est arrivé, là. C'est que quelqu'un avait été faire du bateau quelque part, puis là, il y avait peut-être des mollusques, je sais pas quoi, des éléments qui étaient collés sur la structure. Ça a été importé, puis tout ça, puis là, ça se promène, puis ça a des impacts, parce que c'est pas des espèces qui étaient prévu pour être là. Exactement. Dans le cas de la berce du Caucase, c'est une plante qui est terrestre, qui se promène pas par le bateau, mais que les graines
tombe dans le cours d'eau puis se propage de cette façon-là. OK, c'est encore plus dur à contrôler. C'est assez dur à contrôler, mais oui, c'est sûr que les embarcations, là, ça peut amener différentes problématiques, différentes de plantes ou de mollusques qui peuvent être introduits, puis avoir des enjeux sur les écosystèmes puis sur les usages aussi. Là. OK. Et là, on t'a parlé, Mathieu, bien intéressant, de Mathieu Provost, qui est directeur général du Conseil du bassin de la rivière Etchemin. Là, on va parler à ta gang. Avec plaisir. J'aimerais souligner quelque chose, si vous me le permettez. Oui, juste avant. Le Conseil de bassin versant fête ses 25 ans cette année. Wow. Et je tiens à le souligner, c'est quand même 25 ans d'action, 25 ans de planification. Puis tout ça, c'est possible grâce à notre équipe et grâce aussi aux acteurs de l'eau, grâce aux gens qui s'impliquent et aux gens qui nous font confiance, à tous nos partenaires. Ouais. Puis ces gens-là travaillent pour nous tous parce qu'ils contribuent à protéger notre milieu de vie, ce qui est assez vital. Donc, on va recevoir justement Audrey Lessard. On en parlait de l'équipe Audrey Lessard. Audrey, tu vas bien? Oui, ça va oui, bien. merci Audrey. C'est avec toi que j'ai planifié justement le tournage de ces entretiens-là aujourd'hui. Tu fais quoi, toi, au Conseil de bassin de la rivière Etchemin? Je suis chargée de projet en milieu agricole. Milieu agricole, et tu vas nous parler aussi de milieu naturel, mais là, tu veux pas voler, tu veux pas t'ajouter du travail. Ça, c'est le mandat de ta collègue Sabrina. Oui, elle ne pouvait pas être présente. Sabrina, son nom de famille, c'est? Le mieux. Le mieux. Donc, Audrey, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au conseil, toi? Moi, en fait, je travaillais à l'UPA au Centre du Québec. OK. J'ai regardé la caméra, my bad. Ben non, mais c'est pas grave, ça. Elle regarde la caméra, elle est super bonne. Hein? Tu vois qu'elle a le tour. Donc, tu étais à l'UPA au Centre du Québec? Oui, c'est ça. Puis j'étais agente de projet en agro-environnement. Fait que j'ai été 3 ans à rencontrer des producteurs agricoles. Puis j'ai vraiment adoré ça. Ça s'appelle, dans le fond, Femmes Progrès. Je veux pas faire de la pub pour eux, non, là, mais ça te permet de nous mettre en contexte. Oui, c'est ça. Puis t'es formée, t'es-tu une biologue? Oui, je suis biologiste de formation. Okay. J'ai un bac en biologie-écologie à l'UQTR. À l'UQTR, Trois-Rivières. Ouais. T'es de où, toi? Je viens de la Mauricie, c'est ça, de Trois-Rivières. Ouais. OK. J'ai déménagé à Lévis. Bon, fait que t'es venu en Chaudière-Appalaches. Oui, j'aime vraiment Chaudière-Appalaches. Puis tu fais ce travail-là, projet agricole, tu fais en chargé de projet, tu le fais depuis combien de temps ici? Depuis le 7 avril cette année. Bon, toute nouvelle. Bon, ça. Parfait. Ouais. Première entrevue à télé? Oui. Bon, ça va bien aller, inquiète-toi pas, Audrey. Donc, ton mandat général, c'est quoi, toi? On développe des projets avec les producteurs agricoles. Okay. Fait que tout ce qui est mobilisation de producteurs pour tout ce qui est qualité de l'eau, les bandes riveraines. C'est vraiment, ça s'appelle des projets de mise en valeur du milieu agricole. Fait que tout ce qui est, c'est ça, bandes riveraines, qualité de l'eau et compagnie. Puis si je regarde regarde tes notes. C'est... Parce que le travail des agriculteurs, ils sont dans la nature. Par la nature, je veux dire, par la nature de ce qu'ils font, c'est leur champ de travail, c'est leur expertise, mais ils ont un impact sur notre rivière et ses affluents. Là. Il y a des choses qu'ils font, s'ils le font bien, c'est mieux. S'ils le font pas bien, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils le font pas bien. Oui, c'est ça. Puis t'en as beaucoup là, qui veulent s'améliorer, mais ce qui arrive avec les producteurs, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps. Toute la paperasse, ils n'ont pas le temps de... Ils ont déjà toute la paperasse de leurs propres entreprises. Puis aussi, dans le milieu environnemental, il y a beaucoup de réglementations qui se rajoutent, puis qui changent, puis là, ça devient vraiment un pêle-mêle pour eux. Fait que nous, on est là, c'est ça, pour les accompagner là-dedans. Puis souvent, on offre un accompagnement clé en main, fait que de A à Z. Là. OK. Donc, vous faites un genre de portrait... De l'impact de leur pratique sur l'eau, puis vous allez faire des recommandations. Un portrait... Une analyse, je dirais. Oui, dans le fond, on les rencontre pour voir c'est quoi vos besoins à vous, c'est quoi vos intérêts en agro-environnement. Puis, oui, on a tout ce qui est qualité de l'eau. Par exemple, on cible un bassin. Comme, par exemple, nous, comment ça a commencé au CBE, c'est en 2005. C'est là que les projets agricoles ils ont vraiment commencé. C'est les citoyens puis les intervenants du bassin Le Bras, qui se trouve à Saint-Isidore. Puis c'est comme le 4e bassin le plus pollué en Chaudière-Appalaches. On a appris ça en 2012. Mais c'est ça, qu'est-ce que je voulais... Il y avait une préoccupation. Là. Les gens disaient il faut faire quelque chose, ça n'a pas d'allure. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est un producteur agricole, justement, qui a levé la main, puis c'est lui qui a démarché tout ce projet-là. OK. Puis c'est ça, tout ce qui est sédimentation, tout ce qui est érosion, puis c'est ça, quand on dit qu'un cours d'eau qui est, un bassin qui est très pollué, c'est tout ce qui est la matière en suspension, tout ce qui est avoir du phosphate, des cyanobactéries. Il y a vraiment plusieurs paramètres qu'on analyse. Puis dans nos projets, justement, on a tout ce qui est l'analyse d'eau, qualité d'eau, c'est tout là. On fait ça. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que oui, on a des entreprises agricoles qui sont plus grosses qui étaient là, 50 ans, 100 ans. Puis tu as travaillé à l'UPA, tu le sais. Oui, là. c'est ça. On n'a plus bien des petites fermes. Là. Non, ça existe moins, les des fusions. Bon. fermes, Mais il reste que ces entreprises-là, parce que c'est une entreprise, oui, c'est des entreprises. n'ont pas nécessairement un spécialiste en environnement puis un spécialiste comme des multinationales. Là. Donc, ils sont accompagnés par des agronomes, là, la majorité. Mais que vous veniez appuyer, les aider, leur donner une expertise qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un employé à temps plein consacré à ça, ça peut être un gros plus. Oui. Les grosses entreprises, ils ont souvent pas le choix d'être accompagnés par un agronome. Tout ce qui est permis, pesticides et compagnie. Ceux qui ont des fermes laitières, ils ont tout le temps le vétérinaire, l'agronome encore pour tout ce qui est l'alimentation. Puis nous, on arrive... moi, je peux pas faire de recommandations agronomiques parce que je suis pas agronome. Mais tout ce qui est complémentaire, donc tout ce qui est bande riveraine, brise-vent, nous, on fait ça. Qualité de l'eau, on est là pour ça aussi. Tout ce qui est érosion aussi, c'est là qu'on s'en vient avec le projet, comme Mathieu a parlé. Précédemment, avec la rivière, le ruisseau Mayotte. Oui. Hein? Et là, bon, moi, j'étais un gars, là, j'aime pas ça dépenser pour rien, là, je veux savoir, là, tu sais, les gens qui nous regardent, là, est-ce que c'est gratuit comme service? Qu'est-ce que vous offrez? Ou il y a des coûts? Oui, en fait, on a comme deux façons de procéder. OK. Tu as des projets qu'on développe, que ça, c'est avec le ministère avec le MAPAC, le ministère de l'Alimentation. Agriculture, pêcherie, alimentation. Oui, c'est ça. Le MAPAC, eux, ils vont nous fournir le financement pour mobiliser les producteurs. Donc, vous avez des subventions pour faire ces mandats-là. Oui. On fait toute la mobilisation. Cette partie-là, c'est vraiment par le ministère. Ensuite, on a d'autres bailleurs de fonds qui peuvent se rajouter au MAPAC, comme, mettons, la Fondation de la Fonte, aussi la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Oui, parce que c'est des usagers aussi. Oui, c'est ça, des intervenants. Ben oui. Eux, dans le fond, les projets, là, souvent, ça s'appelle la mise en valeur. Comme que j'ai dit au début, c'est la mise en valeur du milieu agricole. Donc, eux, ils veulent qu'on rajoute de la végétation dans les milieux agricoles. Donc, tout ce qui est bande riveraine, brise-vent et compagnie. Là, tu dis brise-vent, là. Oui. Parce que ça fait 2 fois que tu dis ça. C'est quoi ça, un brise-vent? Très populaire. C'est une haie, une rangée d'arbres pour diminuer l'érosion éolienne dans les champs. Parce que le vent, parce que c'est ça, en milieu agricole, moi j'ai un milieu agricole, là, il y a des bouts, là, il n'y a aucun obstacle naturel. Non, là. Le vent, quand il part l'hiver, on voit des dunes de neige, je ne sais pas comment on appelle ça, là, dans des chemins là, qui se forment. Là. Mais c'est ça. Mais ce vent-là, c'est-tu pas des congères? Des voyons. C'est quoi donc? Non? Martin, comment on appelle ça? Des dunes, là, des lames. Des lames de neige. Ouais. Hein? Martin me l'a dit. Martin. Non, Mathieu. Ah. Donc, c'est ça, c'est que ce vent-là, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est que lui, il va désagréger le sol. C'est ça. Fait que de l'érosion éolienne qu'on appelle. Ça, c'est toutes les particules de sol qui partent au vent. C'est carrément ça. Fait que Puis aussi, ce qui est important, c'est que la première couche de sol, à peu près un pied, c'est la partie la plus fertile d'un champ. Fait que c'est elle qu'on veut le plus garder. Fait qu'autant érosion éolienne qu'érosion hydrique, c'est super important de garder notre sol pas à nu. Donc, fait qu'on va faire des projets, comme tu dis, de haies, de remettre des arbres, des obstacles naturels. Les haies aident pour l'érosion éolienne, mais ça l'aide aussi à garder la neige dans le champ. La neige, elle sert d'isolant pour mettons, la luzerne. Parce que avec les changements climatiques, on va comme manquer cette couche-là de neige. Puis on a besoin de cette couche-là parce que sinon, tes plantes, ils vont comme geler. Puis ça vient tuer la plante carrément. Donc là, avoir une couche de neige, ça vient comme les isoler.
Ça l'aide à la survie. Puis là, on va toujours dans ton volet agricole. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai pas abordés? Ben oui, parce que là, elle s'est préparée une feuille. Moi, là, je veux pas que tu peux... Le beau travail que tu as fait. Y a-t-il des éléments que tu voulais aborder que j'ai peut-être pas... Je t'ai pas questionné sur ces sujets-là? Ou on peut avoir fait le tour aussi? J'ai le temps de lire Ben un oui, peu. ben oui. Mais si les gens veulent te contacter, là, nos agriculteurs qui nous regardent, là, qui voudraient te rencontrer, parler de ce qu'ils vivent, voir s'il y a des services qui pourraient leur être offerts, comment on te rejoint, toi, Audrey? Par courriel. Oui. On a aussi notre numéro de téléphone, on a notre site Internet, on a une page Facebook qui s'appelle Conseil de bassin de la Rivière-Etchemin. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'en regardant, t'as-tu vu des choses que tu voulais aborder ou on passe au volet milieu naturel, là? Non, on pourrait parler un peu du futur. Oui, ben oui, ouais. perspective. Ouais, oui. Perspectives. Oui, bon, dis-moi ça, futur, dans ton projet, dans ton volet agricole. C'est ça. Donc, on avait. Comment. Je sais pas si je peux en parler, mais c'est ça, vu que je suis nouvelle. Oui. Là, quand moi je suis arrivée, c'était comme tous des projets d'une autre chargée de projet. Ouais. Donc, il y avait toute leur vision à eux sur ces projets-là. Donc, c'était beaucoup la biodiversité, puis revégétaliser les cours d'eau, puis tout ça. C'est super bon, tout ce qui est qualité de l'eau. Mais nous, on aimerait ça, rajouter tout ce qui est la restauration des cours d'eau. Donc, ça veut dire quoi, ça? Parce que, tu sais, moi, restaurer une maison, je sais ce que ça veut dire. Ben, en fait, un cours d'eau, c'est quoi? Et redonner ce qu'il était naturellement? Oui, en fait, c'est la renaturalisation des cours d'eau. C'est ce mot-là que je voulais dire. OK. Parce que, des fois, l'intervention humaine, exemple, on a comme modifié son chemin naturel. C'est ça. Okay. Dans le fond, on veut j'ai tout le temps de la misère avec ce mot-là. Renaturaliser les cours d'eau. Oui. Puis trouver des solutions avec les producteurs agricoles parce que les cours d'eau du milieu agricole, ils ont été très modifiés. Ben oui, parce qu'on s'en servait comme l'irrigation. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, encore aujourd'hui. Oh, oui. Puis là, ils sont vraiment dégradés. Okay. Donc là, c'est ça. Nous, là, aujourd'hui, maintenant, on aimerait vraiment comme développer des projets dans ce sens-là. Okay. Puis trouver des solutions avec eux, justement. Gagnant-gagnant. C'est ça. Puis en ce moment, on a un projet qui est à Saint-Léon-de-Standen. Oui. Et que c'est le cours d'eau de la rivière à l'eau chaude. À l'eau chaude? Oui. Oui. Justement, ils ont des problèmes de sédimentation. OK. Puis tout ça. Puis ça entraîne des problèmes d'inondation en plus. Puis en tout cas, bref, nous, on fait l'analyse de tout ça. Puis justement, là, ma collègue qui est chargée de projet en hydrogéomorphologie, elle va en parler un peu plus. Donc, Saint-Léon. Ben, on va suivre ça, ma chère. Ben, merci, Audrey. Là, on va parler de Sabrina. Oui. Qui n'est pas là. Mais elle s'occupe de quoi, Sabrina Lemieux? Son volet, elle s'occupe des milieux naturels. Oui, c'est ça, chargée de projet en milieu naturel. Bon, là, juste définir, parce que là, moi, agricole, c'est naturel. Mais c'est quoi, milieu naturel? Milieu naturel, c'est tout ce qui est là, les milieux humides. C'est elle qui va faire l'analyse. Les petits étangs, les petits cours d'eau. Vraiment, ça touche pas mal. Pour vrai, ça lance. Tu sais, moi, il y a le agricole, mais là, elle, c'est pas mal tout le reste. Je te dirais, là. Ouais. Puis elle aussi, elle est biologiste comme toi? Elle est technicienne. OK. En bioécologie. Oui. Exactement. Elle est technicienne en bioécologie. On a notre équipe de recherche là, qui est là. Donc, elle, c'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, Sabrina? Oui, bien, dans le fond, on va faire des inventaires de poissons, on va caractériser les milieux humides, justement pour faire de la délimitation, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de règlements par rapport aux milieux humides, pour ne pas aller empiéter à des endroits. Puis bref, on fait aussi beaucoup d'inventaires de faune, de flore. Mais là, moi, ça m'étonne de dire qu'il y a de l'occupation humaine dans ces territoires-là. On ne vient pas d'arriver sur le territoire. Ça fait longtemps qu'on me semble qu'on s'intéresse à ça. Est-ce qu'on faut encore inventorier des espèces qu'on trouve dans les... On en trouve-tu des nouvelles ou c'est qui n'étaient pas là puis qui sont rendus là par différents... C'est comme des suivis de voir l'évolution d'un habitat. Ou, des fois, quand c'est très dégradé, on veut voir... OK, est-ce qu'il s'améliore avec le temps? OK. Fait que là, si on voit l'espèce, il y a une espèce qui est présente, ça nous donne un indice que ça va mieux. Ça s'appelle des bio-indicateurs. Comme par exemple le benthos. C'est quoi? C'est ça? Un benthos. Du benthos. Benthos. Fait que ça, c'est des espèces
des macro-invertébrés benthiques, qu'on appelle. Elle nous a amené ça. Moi, je sais pas si vous avez déjà vu le début de la tequila avec un verre dedans. Moi, ça me faisait penser à ça. C'est des larves de libellules. OK. Fait que ça, ta collègue Sabrina, ouais, elle les a prélevés. C'est ça. On récolte des fonds de cours d'eau. OK. Puis on analyse les macro-invertébrés, donc la petite faune, des petits insectes. Fait que quand on voit qu'il y a certains types d'espèces ou des quantités d'espèces, bien, on voit ça nous donne une indication sur la qualité de l'eau. Okay. Donc, si on n'a aucune vie, quand on trouve aucun insecte, là, ça nous sonne une cloche un peu. Là. Et de là va découler des constats, puis dire, oups, il se passe quelque chose. Il y a une anormalité, tout ça. OK. Vraiment. C'est ça. Puis l'autre, c'est quoi, ça? Celui-là, c'est un autre type de bébite. Il y a beaucoup de pattes. Hein? Ça ressemble à un mégaloptère corydalidae. Excusez mon latin. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est des espèces. Puis, c'est très important, c'est du micro. Hein? C'est petit. Bien, eux, c'est des macro-invertébrés. OK. Fait que parce qu'on les voit à l'œil nu. C'est sûr que c'est micro par rapport à un chevreuil. C'est pas mal plus petit qu'un chevreuil. Mais c'est un macro, c'est plus il est gros. Dans ce monde-là, il est gros, lui. Mais il y a des... Mais on a aussi des micros. Eux, c'est vraiment tout ce qui est bactéries et petits, très, très petits insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'il nous faut des microscopes. Là, en fait. Puis elle, tu sais, exemple, c'est des espèces envahissantes. Elle, son travail, c'est des identifier. Oui, on fait ça aussi. Puis on a parlé. Oui, on a parlé avec Mathieu tantôt. C'est comme d'autres cours d'eau au Québec, c'est une problématique qu'on rencontre. Oui, c'est partout au Québec, la berce de Caucase. Il y a aussi la renouée du Japon qui... La renouée? Oui, la renouée du Japon qui s'invite chez nous. C'est une plante, une espèce? C'est une plante qui vient... Mathieu serait mieux pour... Oui, OK. Fait qu'elle s'invite chez nous et elle s'installe. Oui, c'est ça. C'est qu'elle va... elle grossit tellement vite, ça prend tellement de place rapidement qu'elle vient comme... Mais pas déboiser des arbres, mais elle va prendre la place des boisés. OK. Donc, c'est là l'importance d'identifier. Comme dans les érablières, par exemple. Là, elle vient remplacer une érablière tellement qu'elle prend de la place. Et de là, on parle d'environnement, on parle de protection de l'environnement, mais on parle de protection de notre économie, là, parce que tu exploites commercialement une érablière. Puis là, il n'y a plus d'érable. Tu ne feras plus du bon sirop. C'est des producteurs d'érablières. Hey, la séricole qui appelle, je pense que j'ai une renouée du Japon. Fait que là, ils nous font des signalements. Puis là, nous, on va sur le terrain. Puis là, on développe des projets justement pour contrer ça. Faire de la sensibilisation, aller arracher. Donc, c'est ça. Puis, y a-tu d'autres éléments que tu voulais nous parler du travail de Sabrina? Qualité de l'eau, on a... En fait, dans les premières années du CBE, ça tournait beaucoup autour des... Qui célèbre ses 25 ans. Qui célèbre ses 25 ans. Oui, les premières années, c'était beaucoup tout ce qui est des problèmes de cyanobactéries, puis aussi faire des suivis des qualités d'eau, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, on travaille aussi encore beaucoup là-dessus. Elle travaille, Sabrina, donc elle est beaucoup sur le terrain. Tout le monde, on est toujours sur le terrain. Okay. Tu as des belles bottes à eau, là? Oui, c'est des weathers. Oui, c'est ça. Des grosses salopettes. Tu dois être très élégante, comme tes collègues d'ailleurs. Parce que c'est ça. Ça fait-tu partie de l'intérêt que tu as à faire ton travail, ça, d'être en... Parce qu'il y a du monde qui aime sur le terrain, oui. Il y a du monde qui aime ça, travailler dans des bureaux entre quatre murs. Si Sabrina est à côté de moi, elle dirait oui, il faut du bureau. L'hiver, ça devient un peu plus difficile. T'sais, on fait beaucoup de rapports. C'est ça, le bureau. Là, ça va être développement de projet. Mais quand l'hiver part, là, vous avez comme vous avez le goût de retourner sur le terrain. Là, parce que c'est là que ça se passe, la vraie vie. Moi, je suis un peu différente. J'aime beaucoup le travail de bureau. OK. Fait que toi, t'es comme une hybride. Oui, je suis un hybride. À part ça, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais me rajouter? On fait aussi du nettoyage de berges. Oui, ça, c'est classique, ça, on le voit. Puis c'est spectaculaire et triste. Oui, c'est impressionnant, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de stock dans nos cours d'eau. Tu sais, il y a des gens, c'est ça, ils organisent des mobilisations, puis là, tu vois, ils ont sorti un auto, des pneus, tu te dis, voyons, des vélos. Oui, on a sorti des bâches, on a sorti une chaise aussi d'un cours d'eau. Fait que là, on a fait 10 activités cette année. OK. Quand même. 10 mobilisations citoyennes. C'est ça. Comme on disait un peu au début, tout ce qui est la qualité de l'eau, c'est super beau au lac Etchemin. Plus qu'on est en amont, plus que c'est naturel. Mais plus qu'on va vers
où est-ce que c'est urbanisé. C'est là qu'il y a le plus de déchets, il y a plus de monde. Oui. Donc, on a fait la majorité de nos activités à Lévis, précisément. On travaille beaucoup sur les anses. Fait que ça, c'est les... Les anses, c'est comme... Les anses, c'est les berges du fleuve. OK, c'est bon. Oui. Donc, exemple... L'anse au Foulon, Québec. Là. Bon, ça oui, l'anse Guillemot. OK. L'anse Joliette, qu'on est allé, la grève Joliette. Okay. Bref, fait que, ouais, on va ramasser les déchets. Okay. Puis, on en a ramassé pas mal, là. Je sais pas les quantités, là, mais... J'ai même vu dans des régions des projets où ils vont mobiliser des jeunes avec oui, ça. on peut aller avec des écoles. Puis ils font des œuvres... Des œuvres d'art à partir du déchet recueilli. Là. Oui, l'organisation Bleue, on collabore avec eux aussi. C'est bien. Puis eux, justement, ils ramassent des pailles, ils ramassent le plastique de couleur, puis ils font des collages là, avec... idéalement, ça ne serait pas faire d'œuvre d'art de ça. Non, c'est ça. C'est comme pour sensibiliser. Oui, mais ça saisit là, quand même penser ça. que... Puis, en même temps, il y a comme une éducation à faire, puis une éducation, j'espère, qu'il n'est plus à faire, mais de penser que le cours d'eau, c'est une poubelle. On le voit en nature aussi, en forêt, des gens qui vont déverser des affaires en forêt. C'est pas fait pour ça. Mais ce qu'on voit beaucoup là, pour le nettoyage des berges, c'est que c'est des vieux déchets. Oui, c'est ça. Au moins, c'est ça. Fait que c'était vraiment, il y a plusieurs années, c'est là qu'on dompait des... C'est comme ça qu'on appelle. C'était vraiment, les gens, ils envoyaient tout dans les cours d'eau. Mais là, maintenant, c'est plus vraiment ça. Oui, heureux. Comme quoi que des organismes comme le vôtre, le travail porte fruit. Merci Audrey, puis merci Sabrina de faire ce beau travail-là. T'avais-tu un petit dernier point pour moi? On voulait parler aussi un peu du lac Etchemin, puisqu'on est... là, au lac, on est là. On est au lac. Il est là, oui. Oui. On n'a pas eu des projets récemment, en 2024-2025, mais il y a eu des projets de caractérisation des berges du lac. Et ça, c'était en 2016. Ça veut dire quoi, ce caractère? De définir, d'analyser... Analyser les bandes riveraines. OK, la berge, elle est de tel type. S'il y a acide si c'est assez végétalisé, par exemple. Puis ça s'appelait... c'est l'escouade du lac. OK. Oui, c'est ça, c'était l'escouade du lac. Ça a commencé en 2010. OK. Puis ça s'est fait sur à peu près 3 ans. Puis c'est ça, ils faisaient le tour du lac. Puis ils venaient vraiment caractériser le fond de l'eau, les berges, puis tout ça. Puis il y a eu beaucoup de plantations d'arbres. Je crois qu'il y a eu combien d'arbres? Je sais plus. Mais il y a eu du travail. Il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été plantés sur plusieurs lots autour du lac Etchemin. Donc ça, c'était un de nos projets. Bravo Audrey, puis bravo Sabrina, puis bravo à vous tous. Merci ma chère. On continue avec Véronique Simard. Je suis maintenant avec Véronique Simard. Véronique Simard du Conseil de bassin de la rivière Etchemin. Tu y travailles depuis combien de temps, Véronique? Depuis le printemps. Printemps? Oui. Toute nouvelle du printemps 2025. 2025. On est presque entièrement une nouvelle équipe. OK. Parce que moi, on dirait que je veux être en 2026. Ça sort, moi, naturellement. On dirait que le temps passe vite. Il reste si peu de temps. Oui, c'est ça. Et ton bagage académique, toi, c'est quoi? Moi, j'ai plusieurs diplômes universitaires. J'ai un diplôme en sciences de l'environnement, un certificat en sciences de l'environnement. J'ai un bac en géographie que j'ai fait presque au complet en même temps qu'un bac en biologie. Donc, j'ai seulement fini géographie, par contre. J'ai une maîtrise aussi en ressources renouvelables. Donc, ma maîtrise était très sur l'hydrogéomorphologie, mais le nom officiel, c'est en ressources renouvelables. Puis, tu as un bout de doctorat d'amorcer. Un petit bout de doctorat sur l'habitat thermique du poisson, du saumon spécifiquement, et sur les salmonidés. Et là, évidemment, moi, j'essaie toujours de comprendre la motivation des gens. Moi, tu sais, le moteur, parce qu'on en parlait, on s'est parlé un petit peu avant de commencer officiellement. La motivation de faire des études assez poussées. Là, ça prend une impulsion assez forte, là. C'était quoi, toi, ton impulsion? Tu sais, la motivation intrinsèque d'aller à l'université, d'aller approfondir des connaissances, des sujets assez pointus, on va se le dire. Quand même. Tu me parles de saumon, puis de... C'était quoi, tu me disais? Là, les salmonidés, fait que truite... Oui, mais tu sais, c'était sur un aspect particulier, là, tout ça. C'est quoi qui anime Véronique Simard dans cette quête-là d'information? Moi, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu un addon.
OK. J'ai commencé des études dans quelque chose de complètement différent. Je suis designer graphique, en fait, à la base. Ouais, OK. J'ai fait ça pendant quelques années. Puis, le père de mon ancienne colocataire était directeur de l'organisme de bassin versant du Saguenay. Hein? Et un jour, il me dit, par la bande, là, « Hey, je pense que tu serais bonne en environnement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà. » Je travaillais dans un parc national là, pour payer mes études à l'époque. Puis ça faisait partie de ta philosophie de vie. Ben, c'est ça. J'ai Tu été es une élevée, environnementaliste. ben oui. J'ai été élevée en forêt. Donc, c'est ça, de protéger notre milieu de vie. Puis tout ça, OK. Puis, quand je suis rentrée à l'université, le premier cours que j'ai eu, c'est un cours d'hydrogéomorphologie. Puis, je me suis dit, c'est ça. C'est là que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Wow. Puis ça démontre d'avoir des gens significatifs qu'on côtoie, qui vont nous allumer sur des passions. L'hydrogéomorphologie, c'est pas une discipline qui est très vieille au Québec. OK. Oui, ça fait quand même quelques décennies, mais il y a encore beaucoup de jeunes hydrogéomorphologues très motivés. Ça se développe beaucoup. On a beaucoup de financement, beaucoup de projets. Donc, c'est à découvrir. C'est ça, c'est à découvrir, puis c'est motivant aussi. Puis moi, je sens que tu as une drive. Tu es quelqu'un qui veut faire les affaires, qui est proactive. Je suis un peu allergique au temps libre. Bon, c'est ça. Donc, tu t'es trouvé un domaine. Bon, mais là, on va définir. Oui. Hydrogéomorphologie. Moi, je vois, il y a une composition de mots dans ce grand mot. L'hydro, c'est l'eau. Non. Bon. Géo, ça veut dire terre. Morphologie. Forme. Forme, OK. Donc, cette connaissance-là, c'est la connaissance de... Comment? Définis-moi, aide-moi, là, je suis dans le néant encore. Il y a plusieurs définitions. OK. Moi, j'aime bien utiliser que l'hydrogéomorphologie, c'est un peu l'interaction entre trois pôles. Donc, entre l'eau, la terre et la forme de la terre. Donc, c'est vraiment les processus et les interactions à l'intérieur d'une rivière qui font en sorte que l'eau et les sédiments vont donner à la rivière ses formes. Et là, tu me dis que c'est comme un domaine de connaissances relativement récent. Bien, au Québec, c'est un petit peu plus récent parce qu'on a des cours d'eau qui sont, oui, anthropisés, mais pas depuis aussi longtemps qu'ailleurs dans le monde. Anthropisés. Donc, urbanisés, par exemple. Des canalisations, des calvettes, des ponts. Parce qu'on est un pays neuf encore. Mais c'est ça. Ça peut paraître étonnant, là. Si on regarde, par exemple, dans l'hydrogéomorphologie, la France est très avancée parce que la France a touché à ses cours d'eau bien avant le Québec. Bien, ça fait longtemps qu'il y a du monde, beaucoup en France. Là. Exactement. Il y avait du monde au Québec avant que les descendants européens arrivent. Là. Oui, mais eux, ils ne touchaient pas. Oui, ils étaient moins dans l'industrie, c'est ça. Là, dans le développement urbain. Oui, exactement. Donc, c'est ça, mais je demeure quand même étonné parce qu'on est un pays de rivières. Oui. T'sais, on pense à Hydro-Québec, on pense à nos barrages, on pense à nos cours d'eau gigantesques. Là. Les gens, d'ailleurs, dans le monde n'en viennent pas, le potentiel. De là, de l'intérêt vraiment de la discipline puis de la restauration des cours d'eau au Québec, parce qu'on en a une quantité énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intouchés. Il y en a sûrement énormément, mais quand même, on s'est installé près des plans d'eau. Oui, ce qui est normal aussi. Donc, il y a quand même un bel intérêt au Québec parce que plusieurs des plans d'eau qu'on a et des cours d'eau qu'on a sont quand même un peu dégradés. Donc, c'est de ramener un peu ces processus naturels-là qu'on devrait voir dans les rivières avec des interventions. Donc, revenons, on y est à la rivière Etchemin. Oui. Parce que là, ton champ d'action, là, ton terrain de jeu, c'est cette rivière-là et ses affluents. Cette rivière-là, donc, au point de vue hydrogéomorphologie, qu'est-ce que tu fais comme travail en rapport avec la rivière Etchemin? Nous, ce qu'on fait principalement, c'est, en ce moment, on est dans les études de faisabilité beaucoup, donc les études avant intervention, de voir quel type d'intervention on devrait faire pour ramener la rivière à des processus qui sont plutôt naturels. Par exemple, on va identifier des zones où il y a trop d'accumulation parfois, trop d'accumulation de sédiments, des zones où on a trop d'érosion, des zones où la rivière est parfaitement canalisée. Donc, souvent dans les champs, dans les secteurs agricoles, les rivières ont vraiment été parfaitement linéarisées. C'est un peu comme Mathieu a dit, des allées de bowling. Oh oui. Donc, c'est de voir un peu où sont les problématiques, puis ensuite, c'est de faire les études nécessaires pour voir quelles interventions on pourrait faire pour ramener des processus naturels. Donc, le but, en fait, nous, sur le territoire, c'est de venir rebalancer un peu la rivière. Parce que l'intervention humaine, puis on était dans la logique industrielle ou de production. Tu sais, dire, nous autres, on veut que ça soit efficace, puis on pensait peut-être pas aux conséquences qui allaient peut-être nous rendre inefficaces par la suite. Mais sur le coup, tu sais, on avait des belles terres. On voulait qu'il y ait de l'eau. Puis, on faisait ça quadrillé. C'est beau, hein, quand c'est drette. C'est beau, c'est pratique pour la machinerie. Mais ça... Puis je pense que tu es capable d'accueillir ma remarque. L'humain veut organiser. Oui.
on veut que ça soit droit. La ligne droite, ça, c'est très cerveau humain, ça. Mais la nature n'est pas de bien, est belle. Non, pas du tout. Ça nous ramène un peu aussi à, des fois, ce qu'on voit en hydrogéomorphologie, c'est des problèmes perçus par rapport à des problèmes réels, comme par exemple des rivières qui sont considérées comme sales. Par exemple, il y a de l'érosion, il y a des accumulations à certains endroits, il y a beaucoup de bois. On peut considérer, c'est une rivière qui est sale, il faudrait qu'on enlève le bois. Il faut absolument pas retirer ce bois-là. Elle est faite de même. Elle sème de même. Puis même que nous, on rajoute du bois en rivière. Pour justement aider à rebalancer le transit sédimentaire, rebalancer le transit liquide. Ça fait du bien des fois d'avoir du bois parce que ça va servir, par exemple, de stabilisation des berges pour limiter l'érosion. Ça va rediriger le courant pour faire des rivières plus améantes plutôt que linéaires lorsque le style le demande. Puis on parle de ce qu'est un être humain, l'esthétisme, la nature, c'est un terrain de golf, apparemment que c'est bien beau, là, mais c'est une catastrophe environnementale, un terrain de golf. Là. Un peu, oui. En tout cas, j'ai rien contre les gens qui jouent au golf. Là. Très beau passe-temps, mais oui, mais tu sais... C'est pas la meilleure gestion de ce grand territoire. Tu sais, de la pelouse de même en état naturel, ça n'existe pas. Là. Oui. C'est pas ça. Donc, c'est ça. Fait que, puis là, on est à, comme tu viens de dire, investiguer, à analyser, voir qu'est-ce qui serait faisable. Évidemment, ça coûte des sous. C'est pas donné. Ça coûte des sous. Ça nous freine dessus, ça? On a-tu du financement pour faire tout ce qu'on voudrait faire? On fait-tu des choix? Présentement, on est quand même dans une belle période au niveau du financement parce qu'il y a un programme qui s'appelle le PRCMHH. Donc, c'est le programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Ça, c'est un programme du ministère de l'Environnement qui est financé un peu par les MRC municipalités. Donc, par exemple, chaque fois qu'il y a un projet de développement de quelque chose qui se fait comme un parc industriel, il y a un peu d'argent qui doit aller dans une espèce de sacoche environnementale. Un peu comme on a fait en culture. Tu sais, quand on fait un bâtiment, il faut prévoir une somme pour comme une œuvre. Pour l'œuvre d'art. C'est un peu le même concept. Et ça, c'est redistribué donc, à travers les MRC. Il y a 2 volets à ce programme-là. Donc, il y a un volet d'études de faisabilité, ce qui est beaucoup ce qu'on travaille ces temps-ci, qu'on peut aller jusqu'à 75 000 même là, pour juste aller voir s'il y a un problème puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, avec les MRC et les municipalités, on essaie toujours de les inclure le plus possible dans la démarche. Parce qu'ils sont sur le terrain. C'est chez eux, non? Ouais. Nous, on peut aller chercher un autre financement pour aller restaurer, là, vraiment pour aller mettre en œuvre le projet. Puis, est-ce qu'on rencontre des obstacles dans ce type d'intervention-là, tu sais, des logiques commerciales, industrielles, économiques, là, tu sais, puis là, mais là, c'est correct, là, les petits nénuphars, là, mais il y a toujours des enjeux dans tout. C'est sûr que des fois, on a des enjeux au niveau agricole parce qu'on essaie de faire perdre le moins possible de superficie pour les champs. Il y a aussi, les usages, par exemple, si en pleine ville, il y a des industries puis des usines de chaque côté, il y a des stationnements, il y a des bâtiments. On ne peut pas prendre nécessairement l'espace idéal pour la rivière parce que ça peut être des plaines assez larges. Mais généralement, les MRC, les municipalités, les villes travaillent le plus possible avec nous pour qu'on puisse faire notre travail le plus à la bonne échelle possible. Bon. Là, j'aimerais ça comprendre une journée de travail dans la vie de Véronique Simard. Mettons, on est au mois de mai. J'ai compris que dans votre logique de travail, on est plus bureau l'hiver, puis on est plus sur le terrain. Quoi qu'il doit y avoir des choses à analyser sur un cours d'eau l'hiver. Oui. C'est pas parce qu'il y a de la glace sur un cours d'eau ou qu'il y a de la neige, des amas, en fait, il se passe justement, rien. parce qu'il y a de la glace, il se passe quelque chose. Oui. Surtout au printemps, quand la glace commence à casser, on peut avoir des débâcles, on peut avoir des inondations qui sont causées par les débâcles de glace qui restent prises, si on veut, sur les ponts, les ponceaux. Donc, ça peut exacerber les inondations, par exemple, ces choses-là. Donc, fait que il faut quand même être sur le terrain. Mais c'est intéressant à aller voir. Oui. Parce que les débits hivernaux, surtout quand la glace commence à fondre, les débits vont augmenter. La quantité d'eau dans la rivière, soudainement, est doublée, triplée. Mais elle n'a pas encore nécessairement la capacité de flusher toute cette eau-là rapidement. Donc, là, mettons au mois de mai. Là. Mois de mai, là, un mardi. Là, comment ça se passe ta journée, toi, là? C'est sûr que ça dépend toujours du projet qui est en cours. Souvent, au printemps, nous, plus au bureau, ce qu'on va faire avant les projets, donc avant l'été, on va planifier un peu les interventions qu'on a à faire pendant l'été. Surtout qu'on est une petite équipe, on ne peut pas faire
tout n'importe où, n'importe quand. C'est grand, c'est grand comme bassin de territoire. la rivière On a Etchemin. beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc, c'est là qu'on va souvent, au printemps, planifier les interventions et les études qu'on doit aller faire. OK. Donc, est-ce qu'on doit aller chercher des débits? Est-ce qu'on doit aller installer aussi des installations de restauration dans les cours d'eau? Est-ce qu'on doit aller chercher du benthos, des poissons? Du benthos, qui est les petits insectes de fond de rivière. Ah, OK, oui. Qui sont consommés par les poissons. Donc, ça OK. peut nous donner un bon indicateur sur la santé de nos cours d'eau. OK. Aussi, nous, on va faire des inventaires de poissons. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on planifie. Et moi, aussi précisément, c'est là que je vais faire souvent ma cartographie avant de partir. Donc, où passe le cours d'eau? Est-ce qu'on a des indications s'il y a des milieux humides dans le secteur? Est-ce qu'on a des indications s'il y a certaines espèces de poissons à statut, par exemple le bec de lièvre, l'omble de fontaine n'a pas vraiment de statut, mais c'est une espèce importante, donc on la note toujours. Et c'est là aussi qu'on va aller voir les modèles numériques de terrain qu'on a disponibles pour le Québec. OK. Donc, où on peut aller voir le relief exactement de la rivière. Comme ça, je peux m'attendre, en seulement regardant mes cartes et en me préparant, je peux m'attendre à savoir quel type de cours d'eau je vais retrouver. Est-ce que ça va être une cascade? Est-ce que les sédiments sont grossiers? Est-ce que les sédiments sont fins? Donc, j'ai déjà, au printemps, je peux avoir une espèce de baseline de qu'est-ce que je vais retrouver sur le terrain. Fait que là, arrive l'été, là, on sort. Ben, c'est un peu, puis la démarche scientifique, c'est ça. Un policier, un enquêteur, c'est ça qu'il fait. On fait une pré-enquête avant d'aller sur le terrain. C'est vraiment exactement comme ça. Je sais qu'il y a un problème, mettons, de trafic, de je sais pas quoi. Là, j'investigue, je vais me chercher des informations, tout ça, puis là, on va faire la descente. Que moi, si par exemple, je me fais dire « il y a beaucoup d'érosion dans ce secteur-là », je peux aller voir sur certaines données cartographiques des choses qu'on a déjà, des anciens rapports, pour voir est-ce qu'il y a déjà eu de l'érosion dans ce coin-là, est-ce que la rivière est particulièrement rapide ou est censée être particulièrement rapide dans ce coin-là. Donc, si oui, l'érosion, c'est un processus qui est tout à fait normal. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Fait que là, on se déploie, on va avoir des véhicules. Là. Moi, j'étais un peu, là, je vais faire mon petit gars de Tonka un peu. Là, on a des véhicules, on a-tu des bateaux, des équipements particuliers? On peut. OK. Tout dépendant à quelle échelle on travaille. Comme par exemple, si on travaillait sur les bords du Saint-Laurent, ça nous prendrait probablement une embarcation. OK. Sinon, on a tous un bon vieux véhicule. Un bon SUV fait pour aller dans le bois. Donc, puis là, on a des outils pour faire... Puis on a beaucoup d'outillage. Moi, je travaille beaucoup avec justement de la prise de mesure. En fait, là, c'est un peu plate. Ben, c'est pas plate. C'est un peu plate à avoir. C'est pas la chose la plus visuelle, mais souvent, je travaille avec des règles. OK. Pour aller mesurer des sédiments, pour voir leur taille, pour aller mesurer, faire une section transversale de la rivière, donc la longueur par rapport à la profondeur. Puis avec ça, je peux calculer des débits, des affaires comme ça. Puis là, évidemment, tu sais, puis moi, je trouve ça intéressant que vous ayez accepté de venir aujourd'hui parler du Conseil de bassin de la rivière Etchemin. On a des gens sur le terrain, hein, on a des yeux. Ce travail-là que tu fais, tu sais, des fois, il y a du monde qui va dire, ben, on va le faire, moi, je vais intervenir, C'est du travail de spécialiste, ça, là. C'est très spécialisé. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses que les gens sur le terrain sont plus spécialisés que moi, par exemple. OK. C'est sûr que si on habite proche d'un cours d'eau, puis qu'on le voit bouger à toutes les années, puis qu'on me dit « Ah, il y a une problématique là, soudainement », bien, je peux faire confiance à la personne parce que les gens sur le territoire voient le territoire constamment. Mais pour ce qui est des interventions en cours d'eau, c'est sûr que c'est spécialisé. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire parce que ça va exacerber le problème. Donc, il y a aussi beaucoup de permis, il y a des demandes d'autorisation à faire des fois avec les ministères quand on travaille en milieu naturel. Donc, oui, c'est mieux de nous appeler une fois qu'il faut le faire, mais pour identifier les problèmes. Faut pas à vouloir aider, nuire. Exactement. Puis pour nous, identifier le problème, c'est pas nécessairement la chose qu'on est le plus apte et le plus rapide à faire parce qu'il faudrait qu'on aille voir juste pour aller voir. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. On comprend aussi que vous êtes une équipe limitée, puis ça prendrait beaucoup d'argent pour avoir du monde partout qui surveille. Ça serait donc le fun de passer un drone à tous les jours, mais... Et là, bon, tu as été sur le terrain. Donc, au mois de mai, là, on est peut-être rendu au mois de juillet. Fait que là, tu as recueilli de l'information. Bien, je recueille activement. Oui, et là, après ça, c'est l'analyse de ça. Oui, c'est l'analyse. Et tu vas en tirer des conclusions. Oui. C'est sûr que ça dépend. Des fois, comme j'ai mentionné, il y a des problèmes qui sont perçus. Donc, des fois, oui, OK, on voit de l'érosion, on voit de l'accumulation, on se pose des questions, mais peut-être que mes conclusions vont être qu'on y touche pas. Peut-être que mes conclusions vont être, OK, il y a un problème majeur et là, ou mineur, et là, il faut choisir le type d'intervention qui va le mieux améliorer la situation et aussi s'assurer que le problème, c'est vraiment là où on l'a vu.
Parce que le bassin versant, donc, c'est connecté ensemble. Donc, s'il y a des problèmes en amont, il va probablement y avoir des problèmes en aval. Donc, si on regarde seulement au bout de la rivière, là où on voit des problématiques, ça ne veut pas dire que le problème n'y est pas d'en haut. Fait que Donc oui, c'est intéressant d'aller voir le spot, là, mais c'est aussi intéressant dans notre discipline, puis aussi dans le concept général de gestion par bassin versant, d'aller voir l'entièreté du bassin pour s'assurer que la problématique ne vient pas de plus haut, pour pas qu'on fasse une grosse intervention qui coûte cher, puis finalement, il n'était pas là le problème. Puis on l'a fait. Non. Ça a été un coup d'épée dans l'eau. C'est exactement. Okay. Puis évidemment, bon, tu es relativement une arrivée récente ici, comme tu n'es pas hydrogéomorphologue. Là. C'est pas un métier. C'est un métier, ça? Oui, moi, je considère que le terme, c'est ça. Ah, carrément. Mais c'est comme une sous-discipline de la géographie ou de l'ingénierie. C'est quoi qui te satisfait? Évidemment, bon, on peut parler du conseil de bassin de la rivière Etchemin, mais dans ta pratique en général, parce que tu es une arrivée récente, là, c'est quoi qui te satisfait dans ton travail? Tu sais, exemple, une intervention, on dit, regarde, on a fait ça, ça a donné ça. C'est quoi tes succès, tes victoires dans ton travail? C'est un peu dur, des fois, d'avoir ce genre de succès-là parce que l'hydrogéomorphologie, c'est une discipline qui prend du temps. Si on fait une intervention, ça ne veut pas dire que l'année d'après, le problème va être réglé. Fait que les petites victoires, c'est des fois de retourner quand ça fait plusieurs années que tu n'es pas allé quelque part. Puis de voir que, l'accumulation des sédiments s'est refaite, il y a des espèces, il y a du bois qu'on retrouve qu'on ne voyait plus. Mais il y a aussi toute la mentalité des gens autour des cours d'eau qui est, selon moi, une belle victoire qu'on a. Donc, justement, de voir que mettre des roches partout sur le bord d'une rivière, c'est pas une bonne façon de faire de la gestion. De voir des agriculteurs qui sont motivés à changer des ponceaux, par exemple, pour des ponceaux qui sont plus larges ou qui sont un peu mieux adaptés. De voir même, en dehors de l'hydrogéomorphologie, la mentalité des gens au niveau du nettoyage des berges, au niveau de la végétalisation des bandes riveraines. Selon moi, c'est ça la belle victoire de nos travails. C'est de voir que la mentalité des gens se transforme tranquillement vers une protection de l'environnement presque à 100 %. Ah, c'est intéressant. Bien, merci à Véronique Simard. Merci aussi à Audrey Lessard et Mathieu Provost qui sont venus nous parler dans le cadre de cette émission Information du Conseil de bassin de la rivière Etchemin. Évidemment, site web, présent sur les médias sociaux. Exact. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Et notre site web, c'est cbetchemin .qc.ca. Et vous allez avoir toutes nos informations pour nous suivre ou sur nos bureaux, notre téléphone. On peut devenir membre, puis on peut s'abonner à l'infolettre. Exactement. Parce que c'est bien un site web, mais des fois, l'être humain étant ce qu'il est, si ça ne vient pas à lui, il n'ira peut-être pas tout le temps vers le site web. Fait que là, une infolettre, c'est le site web qui vient à moi. Hein? Exact. Donc, puis là, on est en train de refaire un peu plus de communication qu'auparavant. Ben oui. Donc, on se concentre un peu là-dessus aussi à l'automne pour donner un peu plus de... Puis vous êtes des organismes comme le vôtre, générateurs de contenu intéressant, parce que vous êtes sur le terrain. Tu sais, moi, dans ma vie normale, j'irais peut-être pas voir le bassin d'eau puis de titata, tandis que là, j'ai accès à du visuel, si vous en faites. Là, si les gens sont intéressés, il y a aussi le réseau des OBV du Québec, donc le ROBVQ. Les organismes de bassin versant. Oui, donc il y a vraiment le regroupement provincial de tous nos organismes qui donne beaucoup de contenu, qui fait des vidéos, qui fait des capsules là, qui peuvent être intéressantes. Bien, merci, ma chère, puis au plaisir. Merci d'avoir été là à Etchemin Télé.